Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière conf de Virtuality. Alors pour commencer, je voudrais parler d'une expérience que j'ai vécue moi il y a 10 ans, une expérience qui était très immersive et qui pourtant n'était pas du tout en réalité virtuelle. Il y a 10 ans, j'ai passé les portes d'une prison, une maison centrale à Poissy, et j'ai commencé à donner des cours de français là-bas pour des détenus sur des longues peines. Et rentrer dans une prison, c'est une expérience à part. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu le faire. Vous rentrez dans un univers qui est fermé, qui est clos, qui est à la fois très silencieux, qui est très violent, qui est avec des bruits très spécifiques de grilles, de clés, des caméras qui sont tout autour de vous. Ça a été une expérience très particulière pour moi. Et ce que je me suis rendu compte, c'était que l'immersion pouvait vraiment provoquer un déclic émotionnel. En tout cas, ça a été le cas pour moi avec cette immersion dans le monde de la prison. Et finalement, l'immersion, c'est aussi un levier d'engagement très fort. On se rend compte que ça nous permet de vivre des choses et de créer chez nous des émotions qu'on ne peut pas ressentir avant et qui nous poussent à agir et envie d'aller encore plus loin. Moi, ça a vraiment une expérience qui a été très structurante dans mon parcours. Suite à ça, j'ai vraiment décidé de me consacrer à l'engagement social, sociétal, et j'ai travaillé auprès d'une organisation où j'accompagnais ce qu'on appelle des acteurs de changement, des entrepreneurs sociaux, des gens qui agissent pour créer des solutions innovantes dans le champ social et environnemental. J'ai travaillé avec plein de gens qui étaient des innovateurs, des entrepreneurs, qui bossaient dans le monde de la santé, de l'éducation, de la lutte contre les exclusions. Voilà, de tous ces sujets-là qui sont aujourd'hui des sujets très importants, des sujets qui se globalisent, des sujets qui deviennent très urgents et pour lesquels il faut trouver des solutions. Ces acteurs de changement, ils avaient des profils très différents. Moi, j'ai eu la chance de voir des gens qui s'y consacraient à 100%. J'ai eu la chance de voir aussi des acteurs de changement qui agissaient juste en étant bénévoles dans leur quartier, qui montaient leurs actions. J'ai vu des entreprises qui révolutionnaient leurs pratiques et qui devenaient elles aussi acteurs de changement. Et je pense que ce qui est important, c'est de voir que finalement, chacun à son échelle, on a la capacité de pouvoir changer les choses sur des sujets qui nous interpellent et qui nous concernent tous dans notre société aujourd'hui, qu'elle soit française ou mondiale. Ces acteurs de changement, ce qui les réunit, c'est une qualité forte qui est l'empathie. Alors l'empathie, c'est parfois un terme un peu galvaudé dans la langue française. C'est vrai qu'il est plus admis facilement dans la langue anglaise. Mais finalement, si on regarde son sens premier et sa définition, on est vraiment sur une capacité à pouvoir ressentir les émotions d'un autre, arriver à se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et c'est très important cette qualité parce que c'est le début de l'ouverture vers l'autre et c'est le début de la compréhension de situations qui ne sont pas les nôtres, qui ne nous concernent pas forcément nous dans notre quotidien, quand on n'a pas forcément de gros problèmes de santé ou d'argent ou d'emploi ou quoi que ce soit. Finalement, j'ai bossé 10 ans dans cette organisation. Il y a 1 an, je suis partie. J'ai décidé de continuer à agir de mon côté et d'aller chercher du plus grand public, de réussir à aller chercher des gens qui restent éloignés de ces grands sujets de société. Et j'ai réuni un petit peu tout ce que j'avais vécu, finalement, avec tous ces mots-clés que vous pouvez voir là, des enjeux d'immersion, des enjeux d'empathie, d'engagement, de créer de l'émotion. Et finalement, j'ai découvert la VR. J'ai eu la chance de cofonder Smart VR Studio, qui est un studio de réalité virtuelle. J'ai rencontré ça grâce à mon frère, avec qui on a cofondé ce studio. Et j'ai retrouvé, en fait, dans la réalité virtuelle, tous ces éléments-là. Et je me suis dit que ça valait peut-être le coup d'essayer d'utiliser la réalité virtuelle comme média à part entière, qui pourrait nous permettre de faire changer les choses, et un peu la VR pour changer le monde. Alors effectivement, vous avez pu voir ici, si vous êtes baladé dans Virtuality, pas mal d'innovations très technologiques. C'est vrai que la réalité virtuelle, c'est d'abord une rupture technologique énorme, probablement la plus importante depuis le mobile. Mais finalement, pas seulement. Moi, j'ai envie de vous apporter un prisme un peu neuf sur cette réalité virtuelle et comment ça est aussi une nouvelle opportunité pour créer de l'impact social. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la VR for Impact, ou comment est-ce qu'on utilise cette réalité virtuelle pour créer de l'impact social, on peut le faire de plusieurs moyens, il y a plusieurs leviers. Le premier, c'est évidemment à travers des campagnes de sensibilisation, des campagnes de prévention. On a d'ailleurs quelques grosses ONG qui aujourd'hui s'emparent de cet outil et ont réalisé notamment des films vidéo en captation 360. Les tout premiers à avoir fait ça, c'est UNICEF.
aux États-Unis, où ils ont fait un film dans un camp de réfugiés en Jordanie. Et ils ont utilisé cet outil pour les amener à leurs grands donateurs. Donc en général, ils faisaient leur grand show, gala de fundraising en fin d'année. Ils leur donnaient les rapports d'activité, ils présentaient des photos, des vidéos de leurs actions sur le terrain. Voire même, ils en amenaient certains sur le terrain avec des coûts qui étaient assez importants. Puis là, ils se sont dit, on va amener cette réalité à eux. Et ils ont été, avec leur caméra 360, filmer ce camp. Et grâce à cette campagne et ce film qui s'appelle Clouds Over Sidra, que vous pouvez retrouver sur Internet si ça vous intéresse, ils ont réussi à lever 2,7 millions de dollars, ce qui n'était pas anodin effectivement en termes d'impact. Il y en a eu d'autres. Si vous avez tourné sur le salon, en bas, il y a Action contre la faim qui vous présente aussi un film en 360. Il y a eu des choses sur le réchauffement climatique qui ont été faites par The Nature Conservancy. Il y a eu des choses par Amnesty International sur les victimes de conflits dans les bombardements. Donc il y a beaucoup de choses qui existent comme ça. On se rend compte aussi qu'on peut utiliser la VR directement pour des publics en difficulté. On a aujourd'hui des expériences qui se créent directement pour répondre à un certain nombre de besoins. Je pense à Bliss parce qu'ils sont là, donc ça vous permet aussi derrière d'aller retrouver certaines expériences dont je vous parle aujourd'hui. Bliss, ça a été créé par une entrepreneure sociale. Elle travaille avec des personnes qui ont le cancer et elle a créé en fait des univers virtuels qui permettent aux gens de s'échapper pendant leur traitement. Donc elle leur met un casque de réalité virtuelle sur la tête et ça leur permet de se détendre et de beaucoup mieux aussi recevoir leur traitement dans une situation d'avoir un niveau de stress moindre et du coup de mieux accueillir les traitements et de beaucoup mieux vivre leur thérapie. On se rend compte aussi qu'on peut imaginer, et il y a des choses qui se passent déjà aujourd'hui dans le monde de l'éducation, on a évidemment beaucoup de publics empêchés de l'éducation, des enfants qui sont à l'hôpital. On peut ramener la classe à ces enfants-là, même s'ils sont hospitalisés. On a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage parce qu'on n'est pas tous formatés pareil. Et nous, en plus, en France, on a une éducation un petit peu, comment vous dire ça, je sais pas, peut-être un peu rigide, après c'est mon point de vue. Mais on est assez classique dans notre approche. On a encore beaucoup les manuels et on apprend dans les manuels. Aujourd'hui, on met un casque de VR qui vous replonge dans certains moments de l'histoire. Vous allez avoir une réceptivité de la part des enfants en termes d'apprentissage qui est beaucoup plus forte. Et pour ceux pour qui c'est très difficile d'apprendre à lire ou à écrire, on se rend compte qu'on peut quand même faire passer un certain nombre d'informations éducatives à travers ces outils-là. Donc voilà, l'enjeu, il est vraiment d'innover socialement et aussi technologiquement, et vraiment de pouvoir allier ces deux aspects. Comme je vous le disais, moi j'ai rejoint Smart VR Studio, j'ai cofondé ce studio avec 4 personnes. C'est un studio de réalité virtuelle qui a un stand là-bas où vous avez peut-être passé dessus, Excalibur, l'épée, tout ça, donc ça fait un gros buzz. On crée beaucoup d'expériences en réalité virtuelle pour des entreprises. On crée aussi des choses en édition. Donc on va beaucoup sur l'entertainment, on va sur des choses qui sont aujourd'hui les grands pôles de développement de la réalité virtuelle, dans l'immobilier par exemple, ou dans le marketing. Mais ce qui nous intéresse, et notre particularité, c'est d'avoir créé un pôle dédié à la VR pour créer de l'impact social. Et ça, je crois qu'on est un des seuls à le faire aujourd'hui, et on s'y attache vraiment. Donc que ce soit pour des clients où on va vraiment avoir un focus vers des organisations à but non lucratif et comment est-ce qu'elles peuvent utiliser cet outil pour répondre à leurs besoins. Et puis nous, dans nos propres expériences, dans notre métier de l'édition, d'éditeur de contenu, d'expérience en réalité virtuelle, on va aussi créer des choses assez innovantes et je vais vous en parler tout de suite. Pour des clients ou voilà, pour des partenaires, on vient de travailler avec Secours catholique, c'est pour vous donner un exemple. Il lance une campagne qui va officiellement être ouverte le 9 mars pour travailler sur la question des préjugés, de la lutte contre les préjugés. Préjugés qu'on a sur les chômeurs, sur les migrants, sur les personnes pauvres, sur les gens qui abusent des allocations ou quoi que ce soit. On a monté toute une campagne qui aura un peu son boom au moment de l'élection présidentielle, donc qui s'appelle « Liberté, égalité, sans préjugés », qui croit encore que les démunis ont la belle vie. Et cette campagne, elle va s'orchestrer justement autour d'une application en réalité augmentée. Vous pouvez le voir ici, c'est une chasse aux préjugés, c'est un peu le Pokémon Go social. Avec votre application, avec votre portable, vous allez pouvoir aller chasser des préjugés que vous allez retrouver tout autour de vous. Et vous allez devoir les effacer. Et on va avoir un film qui va sortir fin mars, qui est un film en 360, où on va suivre la vie d'une femme seule avec son enfant qui lutte pour joindre les deux bouts et qui finalement ne profite pas tant que ça des allocations comme on peut le penser. Et l'autre expérience dont je vais vous parler aujourd'hui pas mal, c'est Quand je suis partie, qui est un film, une expérience que j'ai réalisée en intégralité.
Quand je suis partie, c'est une expérience qui parle des réfugiés. C'est un sujet d'actualité, évidemment. Pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement, à la base, parce que j'habite à Stalingrad. Je pense que cette question des réfugiés, je l'ai vécue de façon quasi quotidienne ces derniers mois. On a, depuis 5 ans, vous le savez, je ne vais rien vous apprendre, la plus grande crise migratoire dans le monde entier. Les Syriens constituent aujourd'hui la plus grosse population de réfugiés au monde, avec plus de 4 millions de Syriens qui ont fui la guerre dans leur pays, qui ont fui Daesh, qui ont fui le conflit, qui ont fui Al-Assad. Des personnes qui, pour beaucoup, ont traversé la Méditerranée et ont fait le choix d'une traversée périlleuse. C'est un sujet qui est compliqué à traiter. On est face, sur cette question des réfugiés, évidemment, à une gestion politique assez délicate. Nous, on avait envie d'amener une autre façon de la traiter et d'amener les gens à se re-questionner sur cette question et sur ce sujet. Au-delà de l'actualité, ce qui fait qu'on a vraiment créé cette expérience et qui m'a amené à travailler dessus, c'est la rencontre avec un garçon qui s'appelle Eyad, qui est réfugié ici en France, que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à des personnes très engagées dans le monde de l'accueil des réfugiés aujourd'hui en France. Eyad, c'est quelqu'un qui a mon âge, il a une 30aine d'années, il était étudiant à Damas, il menait sa petite vie et tout allait bien. Et en 2012, il a dû tout quitter parce qu'il était bombardé, parce que sa maison familiale avait été bombardée et qu'à un moment donné, il ne pouvait plus juste vivre sa vie comme il le voulait et qu'il est donc parti prendre refuge ailleurs en Europe et qu'il est arrivé à Paris. On a décidé de reconstituer son histoire et de non seulement, pas juste faire un témoignage, comme vous en avez pu en lire beaucoup peut-être dans la presse, sur le départ d'un jeune Syrien, mais essayer de l'apporter à travers un nouveau média et non seulement pas juste voir en fait le départ d'un réfugié, mais le vivre et de créer une expérience très immersive pour se sentir encore plus impliqué sur cette question-là. Du coup, on a fait le choix de travailler sur une technologie qui s'appelle l'HTC Vive, que vous avez dû voir probablement sur ce salon, qui est une technologie intéressante parce qu'elle permet d'avoir des capteurs de mouvement qui vraiment vous plongent dans l'expérience et d'être dans l'interactif. Donc vous n'êtes pas en mode spectateur, vous allez être vous dans la peau d'Eyad et vous allez revivre son parcours et sa traversée. C'est une expérience qui, du coup, on a modélisée entièrement en 3D, avec tous les enjeux que ça comporte. Aujourd'hui, on pense 3D, on pense HTC Vive, on pense jeu vidéo. Et c'est loin d'être un jeu vidéo. Et il était hors de question, évidemment, de s'amuser avec ces questions. Donc il a fallu trouver un très bon équilibre entre créer l'immersion, créer l'interactivité, mais ne surtout pas rentrer dans un mode de jeu ou de jeu vidéo où il y a énormément de choses à faire ou quoi que ce soit. Donc on a dû trouver quelque chose d'assez équilibré. On a dû travailler sur une modélisation ce qui s'appelle du photoréalisme. On a voulu être très authentique, donc on a eu un travail de terrain pendant plus de 3-4 mois. On a vraiment récolté plein d'informations, des témoignages. On a fait un gros travail de récupération photo pour pouvoir accompagner les modélisateurs 3D à être très justes dans leur approche. Donc vous pouvez voir ici, par exemple, quelques exemples de la côte turque qui vont être leur point de départ dans cette traversée de la Méditerranée. Essayer d'avoir des éléments de détail très justes. Finalement, cette traversée entre la Turquie et la Grèce, elle est assez courte. Si vous avez un bateau performance, ce qui est peu souvent le cas, il vous faut peut-être 1 heure, au mieux 2. Le problème, c'est que c'est une zone qui est traversée par des énormes cargos, avec des risques très forts d'être renversés ou percutés. Donc voilà, on a été chercher aussi des éléments sur ces cargos qui traversent, sur les zodiacs qui sont utilisés. Donc vous pouvez voir ici, par exemple, des éléments de référence qui nous ont permis d'avancer dans ce travail de modélisation et de vraiment être sur du photoréalisme. Alors, s'il y a quelques personnes qui sont familiers de la VR dans la salle, il faut savoir que on arrive aujourd'hui en animation à faire des choses qui sont hyper qualitatives. Vous pouvez faire vraiment ce qu'on appelle le vrai photoréalisme. Je peux vous montrer des photos qui ont été modélisées en 3D. Vous ne savez pas faire la différence entre le faux et le vrai. On a vraiment l'impression que c'est une photo, alors que non, c'est de la modélisation 3D. On n'arrive pas tout à le faire aujourd'hui en VR parce qu'il faut que ça tourne aussi derrière en mode expérience, en mode 360, en mode virtuel. On a des machines et des cartes graphiques qui ne sont pas encore assez performantes. Donc on est obligé de réduire en fait la qualité de la modélisation 3D. Donc du coup, moi j'avais vraiment un enjeu parce que je suis arrivée avec un brief en disant il faut que ce soit photoréaliste, il faut que ce soit le plus vrai possible. Et on a dit non, on n'y arrivera pas. J'ai dit en tout cas on va essayer d'aller le plus loin possible dans cette modélisation.
Donc on a fait tout un travail de photo, et voilà, là, vous voyez par exemple le petit frère d'Eyad, un personnage qui l'accompagne pendant toute cette traversée, qu'on a modélisé ici, et on a essayé d'avoir un rendu qui soit le plus proche du vrai, même si vous voyez évidemment que c'est pas réel, mais en tout cas on a vraiment essayé de s'approcher de la réalité. Donc on a modélisé comme ça une quarantaine de personnages. C'était très challengeant évidemment, puisque sur un bateau ils sont très nombreux, donc ça fait beaucoup de personnages à animer et à modéliser. Donc encore une fois, pour des questions de performance, c'était compliqué. Et vous pouvez avoir un aperçu ici des personnages. On s'est vraiment attaché à travailler sur plein de détails, de vêtements, de gilets de sauvetage, des bonnets, des casquettes, du style vestimentaire de chaque personnage qui est sur ce bateau. Et on a essayé de créer une expérience unique. Cette expérience, donc vous allez partir de la côte turque et vous allez devenir capitaine de ce bateau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous êtes face à un passeur, vous allez lui donner 2000 $, mais il n'y a pas de capitaine. Hein. Donc il y en a peut-être un qui va payer un peu moins, qui va avoir une ristourne, ou alors un peu plus parce qu'il n'y a plus de place, et qui va devenir capitaine et qui aura cette responsabilité. C'est ce qui se passe dans cette expérience. Donc vous allez, si vous la vivez, et je vous invite à le faire, vous allez devenir capitaine de ce bateau et vous aurez en charge de transporter ces 40 personnes jusqu'à la côte en face. On a travaillé sur pas mal de détails aujourd'hui. Vous voyez, il y a ce bébé. Pourquoi il y a ce bébé? Ce n'était pas juste pour rentrer dans de l'émotion de dire « Ah, voilà, il y a des enfants », c'est que c'est une vraie réalité. On a aujourd'hui des milliers d'enfants. En fait, plus de la moitié des personnes qui ont traversé sont des enfants, dont des bébés, et des enfants de très jeune âge qui ont moins de 5 ans. Donc c'est des traversées qui sont très compliquées et très difficiles. Donc on a fait le choix aussi de faire la représentation de quelques enfants pour montrer la réalité, la difficulté de cette traversée. L'objectif avec cette expérience, c'est évidemment de sensibiliser. Nous, on fait ça dans un but non lucratif pour vraiment montrer que la VR peut avoir de l'impact social. On s'associe à des ONG aujourd'hui de terrain qui vont utiliser cet outil pour orchestrer leur campagne de plaidoyer et de sensibilisation. Nous-mêmes, on va être acteurs pour pouvoir le diffuser et qu'un maximum de personnes puissent utiliser. L'enjeu derrière, c'est évidemment le passage à l'action. C'est de donner envie aux gens de peut-être s'intéresser à cette question si ce n'était pas déjà le cas, pouvoir se dire qu'ils vont en tout cas au moins regarder plus d'informations, se renseigner, se questionner au niveau personnel, peut-être faire un don à une des organisations de terrain aujourd'hui qui travaillent sur de l'accueil. Il faut savoir que les réfugiés, ils ont un statut d'accueil pendant au moins 10 ans sur le territoire français. Souvent, on mélange entre les demandeurs d'asile, les migrants, les réfugiés. Les réfugiés, ils ont obtenu une carte et ils ont obtenu refuge dans notre société pendant au moins 10 ans. Ils ont le droit d'étudier, le droit de travailler. Souvent, on mélange tout, ils ont des difficultés. Donc, on a heureusement des ONG de terrain qui font un travail pour améliorer leurs conditions de vie ici et leur intégration. Donc, nous, voilà, on orchestre cette campagne avec elles et on utilise cet outil à leur disposition. Voilà. L'idée, c'est que vous ayez sur le site internet et que ça vous donne envie de passer à l'action. Ce qui est bien, c'est que j'ai vu un post sur le site d'HTC Vive, donc le constructeur du matériel VR, il y a à peu près un mois, qui disait « On lance un grand programme VR for Impact ». Donc j'étais contente, je me sentais un peu moins seule dans la démarche, où on me disait « C'est quand même un peu curieux de ne pas faire de l'entertainment », alors que je défendais mon bout de gras comme jamais. Et finalement, HTC Vive a dit, voilà, on va lancer un programme qui s'appelle VR for Impact et on va encourager tous les acteurs de la réalité virtuelle à se poser des questions et à créer des expériences qui peuvent créer de l'impact social. Et donc, j'invite tous ceux qui sont là et qui peuvent bosser dans la réalité virtuelle à s'y intéresser parce que je pense que pour créer un impact social au niveau global, en fait, plus on est nombreux et mieux ça se passe. Tout seul, c'est toujours un peu compliqué. Donc, évidemment, parlez-en. Si vous avez autour de vous des acteurs qui sont engagés, je pense qu'il faut aller vers ce type d'impact. Ça va nous permettre, nous aussi, d'aller beaucoup plus loin. Là, on travaille sur la question des réfugiés. On a évidemment plein de sujets sociétaux sur lesquels on a envie de s'engager. Donc, si ça vous intéresse, évidemment, venez nous en parler. Et si vous avez envie de tester cette expérience sur les réfugiés dont je viens de vous parler, vous avez jusqu'à 18 h. On est sur le stand 52. Je vous remercie. Et s'il y a des questions, je suis à vous. Ou pas. En même temps, c'était très clair. Super, formidable. Merci beaucoup. Merci. Je te laisse des équipes.